Alors, mesdames et messieurs, au nom de tous les collaborateurs de Bordier et compagnie, j'aimerais bien entendu vous remercier d'abord de votre présence ici. Et effectivement, je passerai en revue rapidement les évolutions de l'année avant de parler de quelques points bien spécifiques que nous avons déterminés pour asseoir la stratégie de notre établissement pour l'année à venir. Alors tout d'abord, pour ceux qui connaissent moins bien le groupe, Bordier et compagnie est un groupe international. Nous sommes dans un seul métier, le métier de la gestion de fortune pour une clientèle privée. Nous n'avons pas d'activité de gestion de fonds, nous n'avons pas d'activité institutionnelle et bien entendu pas d'activité commerciale. En revanche, nous avons voulu depuis de nombreuses années être véritablement sur l'international, c'est-à-dire aujourd'hui sur 3 continents, avec une banque à Singapour, une société de gestion en Uruguay, des sociétés de gestion en France et en Angleterre, de même qu'une présence dans 4 villes en Suisse. International veut dire que nous avons aujourd'hui des clients de près de 60 pays et la masse sous gestion, comme vous pouvez le voir sur ce graphe, continue d'augmenter encore. L'objectif de Bordier et compagnie n'est pas la croissance pour la croissance. Vous le savez, nous sommes une société simple, donc avec des associés à responsabilité illimitée. Une société, une structure particulière dont l'objectif est la pérennité. La pérennité qui correspond bien d'ailleurs avec le style de gestion que nous avons, qui est la conservation du capital. La pérennité veut dire quoi? Ça veut dire que mon associé Michel Juvet, moi-même, mon autre associé Gérard Bordier, on construit un établissement, une structure, dont l'objectif de la passer à la génération suivante. Et donc, évidemment, ça a une influence considérable sur le type de gestion que nous avons. Donc, une croissance, c'est important de croître, c'est important de continuer à croître, mais l'objectif n'est pas uniquement la croissance. En revanche, évidemment, on s'en réjouit, et on s'en réjouit avec vous, et on voit d'ailleurs que sur nos 2 succursales européennes, qui sont Paris et Londres, la croissance aussi est importante, et puisque nous sommes en France, évidemment, la croissance parisienne est particulièrement importante. Nous avons encore développé nos activités, on voit ici Paris, mais en fait on devrait maintenant marquer France, puisque nous sommes aujourd'hui aussi à Brest et à Rennes. Une structure qui se veut solide. Nous avons aujourd'hui 12 milliards d'actifs sous gestion, un Tier 1 ratio. Le Tier 1 ratio, c'est le ratio de capitalisation qui est utilisé par nos autorités de contrôle pour surveiller la qualité financière de l'établissement. Le minimum est fixé à environ 11%. Nous sommes aujourd'hui à 28% sur le groupe et à plus de 30% sur la banque. Donc un Tier 1 ratio que nous voulons conserver à tout moment en dessus de 25%. Et une marge bénéficiaire que nous voulons aussi conserver dans notre comité de stratégie à plus de 25%. Et nous avons atteint ce chiffre cette année. En revanche, nous sommes effectivement, comme l'a dit Grégoire, dans un environnement en mutation. En mutation où on voit de nombreux changements et nous devons faire face à ces changements. Nous devons évidemment adapter notre structure à ces changements. Et un des points évidemment qui nous importe, c'est tout d'abord la performance. C'est comme ça que nous allons nous différencier. Mais nous devons aussi regarder un certain nombre d'autres éléments, la réglementation et l'impact que ça va avoir sur nous, mais aussi sur vous. Aujourd'hui, la FinTech, qui est un domaine dont on a beaucoup parlé dans les médias, et j'aimerais vous en dire 2 mots, est finalement un effort que nous avons fait dans l'objectif de mieux comprendre nos clients. Donc, nous nous transformons au niveau de la performance. Nous avons développé et nous voulons continuer à conserver une recherche en titre vif, que ce soit en action ou en obligation. Dans le cadre des actions, on se concentre principalement sur les titres européens et les titres américains dans ce qu'on appelle les actions core, c'est-à-dire des sociétés qui ont relativement peu d'endettement, qui ont un cash flow positif important et qui ont une croissance stable. Pourquoi? Parce que ces actions-là permettent la conservation du capital. On a aussi développé une compétence interne dans la gestion à travers les obligations. Alors là aussi, on a essayé de trouver une niche qui nous démarque. Cette niche en particulier, c'est de trouver de la valeur dans les obligations, une analyse fondamentale, obligation par obligation, à travers un team spécialisé, de façon à dénicher des obligations qui seraient décotées. Finalement, on a développé encore une
plateformes de produits structurés avec un team spécialisé dans ces produits structurés qui deviennent de plus en plus importants dans la gestion de portefeuille. Le dernier point, c'est que nous allons développer, ce n'est pas encore fait, mais nous allons développer une compétence interne sur le private equity, la dette privée et l'immobilier, de façon à rentrer évidemment tranquillement, mais dans un domaine qui nous semble important, dans un environnement où les taux d'intérêt sont bas. C'est quoi? C'est en réalité les actifs qui sont moins liquides et qui permettent encore d'obtenir du rendement, un rendement stable, malgré le fait que malheureusement on n'arrive plus aujourd'hui à dégager du rendement sur les obligations souveraines. Tout cela, évidemment, s'intègre dans un processus d'allocation d'actifs qui doit être rigoureux et qui, aujourd'hui, est dirigé par mon associé Michel Juvet. Alors, la réglementation, je vais vraiment vous en dire deux mots, simplement pour vous dire que, d'un côté, on a une réglementation absolument massive qui nous est venue, dont l'objectif est la standardisation. L'idée, c'est que tous les clients soient traités exactement de la même manière, qu'ils aient les mêmes portefeuilles sur les mêmes profils de risque. Évidemment, nous luttons contre cela parce que nous sommes convaincus chez nous que la différenciation, le sur-mesure, ça fait la différence, tant au niveau du service que nous offrons aux clients, qui peut être plus large que juste la gestion, mais aussi dans la gestion de son portefeuille. Les gens ne veulent pas la standardisation, ils veulent le sur-mesure et nous devons faire la part des choses. Alors c'est malheureux, c'est qu'on va demander à nos clients de remplir plus de formulaires, de devoir signer plus de papiers encore. On a l'impression que c'est un processus qui ne finit jamais. Mais de l'autre côté, on veut justement continuer à offrir cette qualité et ce sur-mesure. La FinTech, les trois premiers éléments sur cette diapositive, selon nous, ne nous toucheront pas directement. Elles vont toucher les banques commerciales de façon importante, tant au niveau de la partie custody des avoirs qu'au niveau de la relation avec le client. Donc il va y avoir effectivement des robo-advisors, mais nous ne pensons pas que dans l'immédiat, une clientèle de gestion privée traditionnelle sera impactée par ces nouvelles technologies ou aura véritablement envie de traiter avec ces nouvelles technologies. En revanche, et il est très important de développer nos systèmes de gestion, nos systèmes de reporting par rapport aux clients, de façon à ce que ceux-ci s'améliorent, évidemment qu'ils évoluent sur le temps, qu'ils évoluent aussi au niveau des médias qu'on utilise pour communiquer avec nos clients. Et nos investissements en technologie de ce côté-là sont très importants. Donc en fait, il faut faire la part des choses. Et au même moment, on a tous vu Uber et on a tous vu Airbnb. Et on se dit, il y a peut-être évidemment des évolutions qui peuvent changer fondamentalement l'industrie. Et on a mis en place un team qui surveille ces évolutions de façon à pouvoir faire deux choses. D'abord, dans des entreprises plus petites, peut-être prendre des participations de façon à pouvoir être dans la FinTech, mais aussi pour s'assurer qu'on ne rate pas un grand changement qui pourrait véritablement transformer notre entreprise et notre industrie. Finalement, un effort pour mieux comprendre notre client. J'en avais vaguement touché, j'avais touché un mot là-dessus, la dernière présentation. C'est clair que, comme je vous l'ai dit, la réglementation nous oblige aujourd'hui à rentrer dans un certain nombre de profils d'investissement qui sont un peu obligatoires. On réalise que ces profils d'investissement ne correspondent pas à tous nos clients, qu'on n'arrive pas à mettre une personnalité très connue comme Warren Buffett dans un de ses paniers. Et donc, du coup, il faut développer des outils qui nous permettent de mieux discuter avec nos clients, de mieux les servir, de mieux les comprendre. Ce que nous avons fait avec l'université à Singapour, où on a développé un questionnaire qui permet de voir les choses différemment, d'avoir une discussion avec son gestionnaire qui est différente, de pouvoir aussi et finalement adapter les produits que nous voulons offrir à nos clients à leur personnalité. Donc on a développé 5 critères que je ne décrirai pas en détail ici, mais ces 5 critères vont se décliner sur une plateforme informatique, sur une plateforme Internet que nous avons déjà développée, qui sera dans les salons au début de l'année prochaine. Et cette plateforme-là, à ce côté-là, c'est une série de questions qui nous permettra d'avoir une discussion très active avec nos clients et on s'en réjouit déjà. Voilà, j'ai fini ma partie de mon intervention. Merci beaucoup Grégoire Bordier, merci à vous.
Merci de nous accueillir. De quoi sera fait 2018? Voilà, c'est la question qu'on va se poser. Je vais juste récupérer le petit outil pour nous permettre de développer cette présentation avec Michel Juvet, que je vous demande d'accueillir, le directeur des investissements associé de Bordier et compagnie. Avant de se projeter peut-être dans 2018, et on voit, on a déjà quelques éléments quand même de teasing, 10 ans déjà, oui, 10 ans qu'on vit dans le sillage de la grande crise financière avec des bonnes années, des très bonnes années, des années parfois un peu plus compliquées et la normalisation qui se profile déjà. On comprend effectivement qu'on est peut-être en train de changer de paradigme, mais vous allez répondre à ces questions, Michel Juvet. Je voulais juste en profiter pour rendre d'abord hommage à l'exercice du prévisionniste. Je suis bien placé en tant que journaliste financier, commentateur de l'actualité des marchés pour savoir que c'est un exercice particulièrement compliqué qui nécessite beaucoup d'humilité et qui est un exercice particulièrement ingrat parce que les commentateurs, observateurs, journalistes que je représente ici, nous attachons beaucoup plus à commenter les trains qui arrivent en retard, les trains qui n'arrivent pas à l'heure, plutôt que les trains qui arrivent à l'heure. Et je voudrais justement qu'on se replonge dans les prévisions que vous nous livriez en octobre 2016, je crois, réalisées sans trucage. On a vraiment repris les prévisions de Bordier en octobre 2016, on ne l'a pas fait a posteriori. Et je voudrais voir effectivement avec vous ces trains qui sont arrivés à l'heure et je pense qu'il y avait des calls assez serrés, comme on dit dans votre jargon, des paris et des convictions qui n'étaient pas faciles de prendre à cette époque-là. Octobre 2016, juste pour se souvenir, on voit le scénario que vous avez développé, mais on sortait d'un crack de matières premières, c'est ça, début d'année 2016. C'était la fin du monde dans les émergents, crise au Brésil, crise politique, crise économique, la Chine bien sûr qui inquiétait comme régulièrement, la vague populiste qui allait emporter l'Europe, le vote du Brexit évidemment en juin 2016, la perspective du calendrier électoral qu'on a vécu au cours de cette année 2017 avec notamment l'élection française. Voilà, j'en passe et des meilleurs. On vivait dans un monde complètement incertain et pourtant, vous faisiez des paris, et notamment un pari assez global sur l'idée que 2017 serait une bonne année pour la prise de risque sur les marchés financiers, Michel. Absolument. Je suis d'ailleurs assez content qu'en tant que Suisse, vous me compariez à un train qui arrive à l'heure. L'hommage tombe sur vous, mais tant mieux. Mais voilà. Donc oui, comme vous l'avez dit, le travail de prévision est un travail difficile et on se trompe. Mais c'est vrai que nos analyses, année après année, fonctionnent plutôt bien. Et je dois dire qu'on cherche toujours à découvrir un peu, pas l'envers du marché, mais les choses qui vont surprendre. Et c'est pour ça que l'année passée, on était arrivé à ces conclusions. Et comme vous l'avez dit, il y en avait deux qui étaient fortes. Hein. C'est essentiellement les marchés émergents, actions et obligations. On avait une surpondération sur ces actifs-là. Et aussi, on était négatif sur le cours de dollar et on a eu une baisse du dollar. Alors, il faut un peu de chance. Non, mais il faut se remettre en tête. Octobre 2016, vous n'aviez pas encore le résultat de l'élection américaine. J'avais pas reçu de tweet. Normalement, dire que le dollar allait baisser en 2017 avant même de savoir que Donald Trump allait être élu, je veux dire, c'était quand même une conviction qu'il fallait tenir. Hein, et qui s'est avérée, on le voit là sur les performances, sur ce qui s'est passé réellement sur cette année 2017. C'est juste, c'est juste. Merci. Et la surperformance des actifs émergents, c'était aussi un autre gros pari que vous aviez. Absolument. C'est les deux calls majeurs, comme vous dites. Alors, je dirais que le défaut de notre stratégie, c'est qu'on a eu des bonnes idées, mais on ne les a pas appliquées assez. Et comme toujours, on a beau avoir des bonnes analyses, la difficulté, c'est de mettre en place les stratégies et de les appliquer le plus fortement possible. Alors, la critique qu'on peut se faire, c'est qu'on ne les a pas appliquées assez fortement. C'est quoi? Il y a un biais de comportement. On vient de remettre un prix Nobel à un spécialiste de la finance comportementale. On peut avoir l'analyse la plus parfaite dans la mise en place des décisions. Oui, il y a toujours quelque chose qui nous retient un petit peu. On a toujours peur du journaliste qui va venir nous critiquer. Bon, on verra et les conclusions auxquelles on va aboutir pour le scénario 2018. Voilà, vous faisiez le constat en 2017 d'une croissance globale, synchronisée, d'une inflation qui reste faible. Ça, c'était la toile de fond que vous dressiez pour 2017. Toile de fond qui se confirme parfaitement. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur l'idée de cette reprise globale, synchronisée. On va faire un petit état des lieux de la situation économique actuelle dans le monde. Comment se porte le monde aujourd'hui? Et je vous propose à ce sujet d'écouter l'éclairage que nous apporte l'économiste Charles Wiploch, qui est professeur à l'Institut des hautes études internationales à Genève.
L'économie mondiale se porte bien, ça fait longtemps qu'on n'était pas dans une situation aussi satisfaisante. Les États-Unis continuent leur croissance qui a l'air de ne vouloir jamais se terminer, même si elle se terminera. L'Europe est enfin rentrée en croissance. L'Asie a absorbé les hoquets de la Chine. L'Afrique commence à revenir. Elle reviendra encore mieux quand les prix des matières premières auront augmenté. Bon, il y a le Venezuela, il y a toujours quelques poches qui vont pas, mais en gros, l'économie mondiale est très contente. Oui, l'économie mondiale est contente, c'est ce qu'on appelle le scénario Goldilocks, le scénario boucle d'or, qui profite à tout le monde et qui est un terrain favorable pour l'investisseur, pour celui qui a besoin de gérer son patrimoine et son épargne, notamment sur les marchés financiers. L'économie mondiale est contente. Évidemment, on va vous proposer des petits focus sur la Suisse tout au long de cette présentation. Inutile de vous expliquer pourquoi. Ce sera un fil rouge quand même de cette présentation. Dans ce contexte favorable pour le monde entier, comment se porte l'économie suisse? Et c'est Jean-Pierre Roth qui nous apporte quelques éléments d'éclairage sur la situation suisse en tant qu'ancien président de la Banque nationale suisse. L'état de santé de l'économie suisse est bon. On en veut pour preuve les facteurs, les éléments macroéconomiques, chômage au plus bas, croissance satisfaisante parce que comparable à celle des pays voisins et un surplus extérieur toujours important. La Suisse est un des pays présentant un surplus extérieur au niveau de la balance courante les plus élevés d'Europe. Le seul pays comparable au nôtre et la Norvège, ils ont du pétrole, nous on n'en a pas. Bon, l'économie suisse est contente, elle aussi, visiblement. Comment se porte le monde aujourd'hui? Vos quelques commentaires, Michel. Et même si le scénario aujourd'hui est assez consensuel, quand on regarde un petit peu dans le détail, il y a toujours des éléments surprenants. Et notamment, par exemple, l'idée de cette croissance américaine qui n'en finit pas, on pourra en dire un mot, mais l'idée quand même, qui est peut-être pas encore suffisamment répandue, que la croissance de la zone euro est aujourd'hui supérieure à la croissance américaine. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait encore bien conscience de ça, par exemple, Michel. Absolument. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il y a d'autres pays européens qui font mieux que les États-Unis aujourd'hui. Et c'est l'objet de ce graphique. Vous voyez sur ce graphique la croissance du produit intérieur brut de différents pays. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est l'Espagne qui est en tête, suivie par le Portugal, la zone euro en orange et les États-Unis. Et même la Grèce a réussi à générer une croissance faible, mais elle n'est plus en décroissance. Donc on voit que cet environnement mondial et cette bonne santé est répartie un peu dans tous les pays, y compris dans les pays qui étaient les moins bien lotis il y a encore quelques années. L'autre chose qu'on observe également aussi qui est intéressante, c'est l'évolution sur les déficits budgétaires. Donc sur ce graphique, vous avez d'abord les points jaunes représentent la moyenne des déficits budgétaires sur les 10 dernières années de chacun des pays mentionnés sur ce graphique. Et les bâtons bleus montrent la situation actuelle en termes de déficit ou d'excédent. Alors, qu'est-ce qui a changé essentiellement? On le voit, les pays en haut, Portugal, Grèce, Italie, qui avaient des gros déficits budgétaires. Ici, c'est vrai, il faut que je précise, on parle bien de déficit budgétaire primaire, donc c'est avant le paiement de la charge d'intérêt sur la dette. Donc ça montre bien la capacité d'un pays à savoir bien gérer son déficit ou son excédent. Donc ces différents pays sont passés en excédent budgétaire avant le paiement des intérêts, donc ils ont fait les efforts nécessaires. On retrouve aussi au milieu du graphique l'Allemagne qui avait déjà un excédent budgétaire, qui est toujours en excédent budgétaire. Et malheureusement, on trouve en bas de classement la France qui avait un déficit budgétaire mais qui a toujours un déficit budgétaire et qui n'a pas réussi à améliorer sa situation. Mais d'une manière générale, l'image est positive aussi sur la zone euro et ça a fondamentalement changé. On en a parlé dans les interviews, le taux de chômage est spectaculaire, la baisse du taux de chômage. À gauche, vous voyez principalement des pays européens avec vraiment cet écrasement des taux de chômage. Et évidemment, il faut s'en réjouir. L'Espagne est passée d'un taux de chômage de plus d'un quart % de sa population active à presque 15 %. Donc c'est beaucoup. Portugal a eu aussi une grosse baisse de son taux de chômage. On voit le cas de la France qui est atypique puisque le taux de chômage n'avait pas explosé après la crise et il est resté autour de cette barrière des 10 %, mais il a de la peine à descendre. Donc on voit qu'il y a une cyclicité du chômage qui est moins importante en France que dans les autres pays. Et puis à droite, évidemment, les pays à gros succès en termes d'emploi. Toujours l'Allemagne qui voit son taux de chômage descendre mais de manière vertigineuse, les États-Unis aussi, l'Angleterre. Et on voit tout en bas du graphique, évidemment, ce taux de chômage très bas en Suisse, comme au Japon. Et puis, on voit aussi des améliorations, cette fois, au niveau des bénéfices des entreprises.
Sur ce graphique, vous voyez l'évolution des bénéfices des entreprises cotées sur les différents marchés. Et on voit dans ce carré rouge que désormais, depuis un peu plus d'une année, on a une croissance des bénéfices partout dans le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé. Vous voyez que sur les périodes précédentes, c'était soit une fois le Japon qui avait de la croissance, soit l'Europe qui remontait ou les États-Unis, mais rien n'était coordonné. Aujourd'hui, on voit cette croissance macro se traduire par une synchronisation au niveau des bénéfices des entreprises également. Et puis, dernier point, c'est vrai qu'on en parlait, fin d'année passée, on avait peur de la Chine, enfin les marchés avaient peur de la Chine, et on voit que cette Chine profite aussi de cette croissance mondiale synchronisée, évidemment qu'elle peut exporter. Donc ces courbes vous montrent la croissance des exportations vers les différentes zones. Et comme la croissance économique est bonne en Europe, aux États-Unis, en Suisse et dans les autres pays émergents, la Chine peut se remettre à exporter des produits et ça stabilise sa croissance. Donc là aussi, il y a un tournant intéressant qui s'est produit. Ouais, c'est ça, reprise du commerce mondial, redressement des balances courantes, amélioration généralisée, convergence de la baisse des taux de chômage. Enfin, il faut bien avoir en tête que c'est une situation inédite depuis plusieurs années, ce phénomène synchronisé au niveau global, à tel point que ça nous fait peur. Enfin, on se demande combien de temps est-ce que tout ça va pouvoir continuer. Justement, c'est une des questions qu'on se pose pour 2018. J'ai en tête ce que nous disait Charles Wyplos dans la petite vidéo qu'on a vue, là, sur la croissance américaine, effectivement, qui s'étire en longueur, une croissance américaine qui n'en finit plus de durer, mais qui s'arrêtera un jour, Michel Duvet. C'est ce que nous dit Charles Wyplos, l'économiste. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Est-ce que la croissance américaine s'arrête en 2018 ou pas? C'est une question importante, puisque évidemment, on le sait, pour les marchés financiers, il faut détecter une récession avant qu'elle se produise, puisque c'est dans les récessions que les marchés baissent le plus. Donc c'est effectivement cette question, après un cycle qui dure et qui dure et qui dure, est-ce qu'on risque une récession aux États-Unis? Alors heureusement, il existe des outils. Et en particulier, vous avez ici un outil qui a été développé par la Banque centrale de Saint-Louis aux États-Unis. C'est une courbe, c'est la courbe jaune qui vous donne les probabilités de déclenchement d'une récession aux États-Unis. Et puis vous avez la courbe noire qui est un indicateur d'activité économique aux États-Unis. Donc vous voyez qu'heureusement que pour le moment, cette courbe jaune reste très très plate. Aucun indicateur, il y a une batterie d'indicateurs, je ne sais plus s'il y en a une cinquantaine, qui permettent d'anticiper le déclenchement d'une récession. Donc cette courbe jaune reste plate et signifie qu'on n'a pas à attendre le déclenchement d'une récession américaine dans les 6 à 9 prochains mois. Mais il faut bien surveiller puisqu'on voit que quand cette courbe jaune commence de monter et atteint les 50 sur l'échelle, une récession suit et on voit la courbe noire d'activité, elle finit par descendre également. Donc oui, c'est une question, mais aujourd'hui, on peut encore repousser ce délai un certain temps. C'est d'autant plus que aux États-Unis aujourd'hui, on en parle, déjà l'année passée on en parlait, il y a une réforme fiscale qui doit se mettre en route. Trump l'avait promis, il ne l'a pas réalisée, mais il va probablement la réaliser cette fois-ci. Non pas d'ailleurs avec ses amis républicains, mais avec ses opposants démocrates. Il a réussi ce tour de force d'aller convaincre les démocrates pour baisser les taux d'impôt des entreprises. Alors, vous en parlez comme si c'était fait, Michel Duvet, mais il y a un degré de confiance important par rapport à cette histoire et cette idée d'une réforme fiscale. Oui, surtout qu'il a réussi à mettre les démocrates dans le coup. Alors il y a une négociation derrière, probablement qu'il a obtenu une construction d'un bout de son mur en contrepartie, mais en tout cas, les démocrates sont d'accord, une partie des républicains sont d'accord. La seule chose qui a changé, c'est que la baisse du taux d'imposition ne sera pas aussi importante que prévu, mais peu importe, les effets, on a fait une petite simulation ici, les effets sur les entreprises cotées internationales devraient permettre de générer une croissance des bénéfices de l'ordre de 8% supplémentaire, et du côté des entreprises domestiques, c'est environ 12 à 15% supplémentaire. Donc oui, cette baisse des impôts aux États-Unis va encore soutenir la croissance américaine et probablement qu'elle va encore s'accélérer par rapport au rythme qu'on a connu les derniers trimestres. Dans la zone euro, on a aussi une situation de politique fiscale plutôt expansionniste, même si les déficits budgétaires sont en train de se réduire. On a un plan Juncker dont on avait parlé l'année passée qui est très important. On a des sommes colossales quand même. On a un plan qui est prêt maintenant pour 225 milliards sur 4 ans. Ça représente chaque fois environ 0,5% du produit intérieur brut, une croissance de 0,5% du produit intérieur brut. Donc ce sont des chiffres très importants qui vont soutenir la demande domestique dans la zone euro. Donc là aussi, l'activité européenne qui est forte aujourd'hui va continuer de progresser grâce à cette politique budgétaire. Et puis en Suisse, comme vous l'avez dit, on regarde un peu ce qui se passe en Suisse. Là aussi, vous voyez,
Vous avez cette courbe jaune qui est un indicateur de confiance des entreprises suisses. Vous voyez qu'après une période de faiblesse depuis 2 ans, elle est en train de tourner et de remonter, ce qui signifie que la courbe noire qui vous indique la croissance du produit intérieur brut suisse va aussi reprendre de la vigueur. Et là aussi, la Suisse va certainement disons, rencontrer une plus forte croissance dans les prochains trimestres. Et ça veut dire, l'exemple de la Suisse est parfait parce qu'on sera amené, j'imagine, à parler à nouveau du marché des changes et des devises, mais c'est la preuve quand même qu'une devise forte n'est pas forcément un frein à la croissance d'un pays, parce qu'à un moment, ça a été le sujet avec le franc fort, le franc suisse fort, à tel point que la Banque nationale suisse a craqué même à un moment face à ce franc fort. Visiblement, les choses ont l'air de très bien se passer malgré la force de la devise suisse. Écoutez à ce sujet Jean-Pierre Roth, l'ancien président de la Banque nationale suisse. Je ne crois pas. La Suisse a fait d'abord preuve de sa maîtrise du franc fort. En 2011, on nous annonçait toutes les catastrophes lorsque le franc s'est apprécié de près de 10%. Donc nous sommes très bien placés pour bénéficier maintenant de la reprise mondiale. Effectivement, la BNS est numéro 4 dans la liste des banques centrales avec c'est à peu près 700 milliards de francs suisses de réserves de change. C'est un poste extrêmement important, mais ça n'est pas un souci pour la Suisse. C'est favorable d'avoir une banque centrale de cette dimension. C'est un risque pour la BNS au niveau de son risque de change, parce que si la valeur des devises devait baisser, elle pourrait encourir des pertes. Elle a constitué des réserves au cours des dernières années, mais des pertes pour une banque centrale, c'est pas grave, puisqu'elle fabrique elle-même la monnaie. Elles fixent les règles du jeu, les banques centrales, donc elles n'ont rien à craindre de ce côté-là. Et voilà, le franc fort n'est pas un frein à la croissance de l'économie suisse. On pourra reparler évidemment des devises. Quand on a dressé ce scénario, effectivement, c'est la question qui se pose. On a l'impression que tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et en même temps, c'est ce qui peut provoquer un peu ce sentiment d'inconfort parfois chez les participants de marché. Il y a l'idée qu'on n'a jamais eu autant d'incertitudes, autant de risques géopolitiques, politiques, en matière de politique monétaire également autour de nous. Et justement, je vous propose d'écouter à nouveau à ce sujet Charles Wipplosch, toujours économiste, toujours professeur à l'Institut des hautes études internationales de Genève, sur l'idée de ces risques et l'idée de classer également, d'organiser une forme de hiérarchie de ces risques qui nous entourent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même les États-Unis où il y a l'inconnu de comment ça va se passer quand ils vont vraiment faire remonter leur taux d'intérêt et défaire ce qu'on appelait le QE, l'assouplissement quantitatif. Tout ça avec un président dysfonctionnel. On ne sait pas qui dirigera la Réserve fédérale dans 6 mois ou dans 1 an. Donc là, il y a des inconnus et des sources d'inquiétude possibles. Les gouvernements aujourd'hui se financent à 0, ou même moins que 0 dans le cas de la Confédération, et ils sont très contents. Mais quand les taux d'intérêt vont remonter, et d'un seul coup le coût du crédit va augmenter, ils vont se retrouver serrés. Et très peu de gouvernements, parmi les gouvernements largement endettés, très peu de gouvernements ont pris des mesures ou ont profité de cette période bénie de bas taux d'intérêt pour faire les corrections qu'ils auraient dû faire. Donc ils ont des budgets qui restent fragiles, et ça risque de déraper au moment où les taux d'intérêt remonteront. Ça peut être aussi des grandes entreprises qui sont trop endettées et qui tombent et qui vont faire tomber les banques qui ont trop prêté. Donc il y a un certain nombre de petites bombes qui traînent un peu partout et qui peuvent nous sauter à la figure. C'est dit de manière très claire par Charles Wipplosch. On pourra revenir peut-être sur le président américain dysfonctionnel, pourquoi pas. Mais moi, je suis frappé, Charles Wipplosch évoque la question de l'endettement des États, de l'absence de réformes structurelles dans certains cas pour avancer sur le chemin des réformes. Enfin, 2010-2011, on a quand même vécu une crise de la dette en zone euro. C'était un point d'attention majeur de la part des investisseurs et des marchés financiers. Ça n'est plus du tout un sujet aujourd'hui, Michel. Non, et tout ça est dû justement à ces politiques monétaires, puisque comme on a fait baisser les taux d'intérêt, la charge d'intérêt pour les États a diminué également.
Donc aux yeux des marchés, pour le moment, ce n'est plus un problème. Mais quand on regarde évidemment les charts, c'est un peu différent. Voilà un graphique qui vous montre l'endettement de différents pays, exprimé en pourcentage du PIB. Ben, vous voyez que les endettements ont beaucoup progressé depuis 2008-2009, avec le Japon en tête de liste, c'est plus de 200% du produit intérieur brut. Là, l'Italie suit derrière. Les États-Unis ne sont pas très loin, la France non plus, l'Angleterre. Et puis, à nouveau, la Chine aussi a beaucoup progressé en termes publics. Et à nouveau, voilà, un des pays qui réussit à s'en sortir, c'est l'Allemagne, puisqu'elle se désendette. Et on voit que cette courbe brune qui montre l'endettement public allemand diminue. Donc, c'est la preuve qu'on peut, dans cet environnement, même profiter des taux bas, mais on peut aussi se désendetter. Alors, on a fait une petite comparaison entre la France et l'Allemagne. Ces deux graphiques. Sur le graphique de gauche, c'est la situation allemande. Le graphique de droite, c'est la situation française. La courbe noire, c'est l'endettement public en pourcentage du produit intérieur brut. Vous voyez donc cette courbe noire qui monte sur l'Allemagne et puis qui descend pour descendre vers les 60%. Et puis en France, vous voyez donc cette courbe noire qui, elle, ne redescend pas, qui continue de monter, monter, monter et qui approche les 100%. Alors, deux situations complètement différentes. Pourtant, les deux ont profité quand même de la baisse des taux. Simplement, l'Allemagne, en réduisant son endettement, économise 55 milliards de charges d'intérêt par an, alors que la France, c'est seulement 15 milliards. Autrement dit, cette charge d'intérêt exprimée en pourcentage du PIB, aujourd'hui, représente 1,7% en France et 0,8% en Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Allemagne doit générer 1,7% de croissance pour pouvoir payer ses intérêts, alors que l'Allemagne n'a qu'à générer que la moitié de cette croissance. La France doit générer 1,7%, c'est ça, et l'Allemagne la moitié. Absolument. Et malheureusement, c'est exactement le contraire. C'est que la croissance est supérieure en France à celle de l'allemande. Donc on voit que, ma foi, c'est l'histoire de la cigale et de la fourmi. On espère que les réformes qui sont mises en route aujourd'hui en France vont permettre d'inverser. J'allais dire, oui, c'est ça la question. Là, on parle de la dette des États. Ça fait 2 fois que vous citez la France comme étant le mauvais élève. Est-ce qu'on est condamné à rester dernier de la classe, mauvais élève comme ça? Ou est-ce que non, la situation actuelle fait qu'on a des perspectives d'amélioration structurelle devant nous? Il n'y a jamais de condamnation en économie. Et il suffit juste de se ressaisir et de changer les choses et de se réformer. Ce qui semble être le cas. Et c'est vrai que disons, la façon d'envisager la situation budgétaire du gouvernement Macron va dans le bon sens. Les réformes fiscales vont dans le bon sens et on devrait avoir une amélioration. Mais ça prend du temps. On le voit, la baisse de l'endettement allemand, ça ne se fait pas en une année. Ça s'est fait quand même en 5-6 ans. Donc il faut déclencher la réforme, mais ça prend un certain temps pour s'en manifester. Là, c'était la dette des États. Effectivement, la question de la dette des entreprises également, est-ce que c'est un sujet de préoccupation ou pas aujourd'hui? Oui, c'est très important. Et ce graphique vous montre là aussi à nouveau, on a la situation américaine. C'est la dette des entreprises américaines, la dette sous forme d'obligations. En pourcentage du produit intérieur brut, c'est la courbe orange. Et là, vous voyez qu'on est un record historique de nouveau. On est quasiment au même niveau que celui de 2008. On est quasiment au même niveau que celui de 2000-2001. Et à chaque fois, ça s'est mal passé. Chaque fois, il y a eu une crise, une récession, un problème économique. Alors, ce qui est intéressant, de nouveau, c'est tout l'objet de ces politiques monétaires des banques centrales, c'est la courbe noire. C'est la charge d'intérêt de ces différentes entreprises, exprimée en pourcentage du produit intérieur brut. Vous voyez que grâce à des taux bas, évidemment, cette courbe noire, elle est restée très en bas. Alors que d'habitude, dans une récession, les taux commencent de monter et ça pénalise les entreprises qui sont très endettées, qui doivent faire faillite et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est extraordinaire puisqu'on a un endettement très élevé, mais les taux sont très bas. Donc le jour où les taux vont monter, voilà, les entreprises qui sont trop endettées vont avoir des difficultés. Donc on a potentiellement un problème majeur aussi du côté de certaines entreprises aux États-Unis. Alors dans les autres pays, la situation est aussi, disons, avec des contrastes. On a les bons élèves sur le côté gauche. On retrouve effectivement des pays qui ont reçu, des entreprises qui ont réussi à diminuer leur endettement, comme l'Espagne, c'est très fort. On voit aussi l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, à nouveau, l'endettement des entreprises est bas et continue de baisser tranquillement, mais il baisse. Et puis malheureusement, vous avez les mauvais élèves du côté droit. On retrouve les États-Unis. Alors en proportion des autres, c'est moins élevé, mais on a un record historique comme on l'a vu. Et on a la France. C'est vrai que les entreprises françaises se sont beaucoup endettées. Et en Chine, même phénomène, mais là, c'est encore décuplé par rapport à la situation française. Alors, ce n'est pas forcément négatif. La question, c'est qu'est-ce que les entreprises font avec cet argent? Où est-ce qu'elles vont investir? L'endettement qu'elles ont généré. Mais peu importe, le jour où les taux d'intérêt vont monter, ça va poser forcément un certain problème. Alors, la troisième phase de l'endettement, c'est du côté des ménages. Alors là aussi, c'est plutôt rassurant.
on voit que les grands pays, les ménages des grands pays ont réussi à se désendetter, comme on dit. On voit de nouveau la courbe orange où les ménages américains ont réussi à réduire leurs dettes. Là, on a des chiffres en pourcentage du produit intérieur brut. Même chose pour l'Espagne. Donc l'Espagne, elle a passé par des sacrées mesures d'adaptation, mais ça se voit, ça s'exprime d'une manière positive ici. On retrouve l'Allemagne au milieu du tableau avec là aussi une courbe qui descend tranquillement, des endettements des ménages. Et malheureusement, on retrouve deux pays, désolé. Hein, non, mais je constate. On a la Chine, l'endettement des ménages là aussi explose, c'est la courbe rouge. Ouais. Et la France qui suit, évidemment, heureusement, un rythme plus lent, mais c'est de nouveau un contraste assez impressionnant par rapport aux autres pays européens. Mais là, je pense qu'effectivement, la courbe la plus frappante, c'est la Chine, parce qu'on a vu l'endettement des États progresse, l'endettement des entreprises progresse, et l'endettement des ménages a beaucoup progressé. Et c'était effectivement la question l'année passée. Bien sûr, la dette chinoise. Alors, ça, c'est un jeu assez habituel sur les marchés financiers. J'ai l'impression quand on cherche à se faire peur, généralement, on se tourne assez vite vers la Chine et on trouve toujours beaucoup de raisons de se faire peur. Absolument. Alors peut-être un peu facilement d'ailleurs avec la Chine. Quelques éléments de contexte et de remise en perspective de la situation chinoise, de la dette chinoise, de cette croissance à crédit en Chine qui est très bien identifiée par tout le monde, avec Claude Smadja qui est ancien membre du World Economic Forum et aujourd'hui à la tête de sa société de consultant indépendant aujourd'hui, Claude Smadja. Il est clair que le gouvernement chinois à l'heure actuelle est préoccupé par la situation de l'endettement croissant de la Chine et le Premier ministre au dernier National People's Congress a parlé des risques financiers qu'il fallait absolument maîtriser. Et le gouvernement essaye de le faire en mettant un frein aux activités du shadow banking, c'est-à-dire l'allocation de crédit qui n'est pas contrôlée par l'État. Cependant, il faut considérer que l'objectif prioritaire du gouvernement est le doublement du produit national brut entre 2010 et 2020 pour devenir ce que le président Xi Jinping appelle une société modérément prospère. C'est l'objectif prioritaire. Si pour cela, il faut aller jusqu'à 300% du PNB d'endettement alors qu'à l'heure actuelle, on est à 280%, eh bien, le gouvernement le fera. Juste d'un mot, Michel, on va en venir à vos conclusions là sur 280, c'est 280. Ah oui, 280, oui c'est ça, 280. Oui. Ma question c'était, il n'y a rien à craindre de la Chine jusqu'à 2020 parce qu'il y a un congrès là qui va commencer dans quelques jours, un nouveau congrès donc du Parti communiste chinois. Beaucoup nous disaient jusqu'à ce congrès, il ne peut rien se passer, l'économie est dirigée, c'est sur les rails, ils atteindront leurs objectifs. Mais visiblement, jusqu'à 2020, c'est cette situation qui va perdurer. Enfin, toute chose égale par ailleurs, il n'y a pas de raison qu'ils n'atteignent pas l'objectif qu'ils se sont fixés. Ce qu'on observe, et c'est l'analyse des experts, c'est de dire que le contrôle du pouvoir est tel aujourd'hui qu'il n'y aura pas de problème. Alors, est-ce que la question que vous me posiez implicitement était est-ce qu'en France, on pourrait avoir un pouvoir qui réussit, ce que réussit la Chine, à s'endetter et à laisser l'économie chinoise sur de bonnes rails? Je ne pense pas. Mais effectivement, en Chine, le nouveau président chinois et Premier ministre également, et ministre des Armées, a tous les pouvoirs en main aujourd'hui pour faire ce qu'il a envie. Et effectivement, il s'attaque aux mauvaises branches du crédit, mais en même temps, il ne va pas laisser son économie s'écrouler. Donc oui, il va dérouler son scénario sur les rails. Objectif 2020, doublé de croissance, c'est ça, hein, du produit national brut d'ici 2020. En conclusion, je reprends juste l'idée de 2017, c'était cette croissance globale, synchronisée, répartie dans le monde. Une reprise synchronisée. Est-ce qu'on est sur la même idée pour 2018 ? Enfin, la question, c'est même de savoir, est-ce qu'on peut encore espérer un peu mieux, Michel ? Ce n'est pas un copier-coller, mais c'est un copier-coller puissance. 1, 2, je ne sais pas, mais la croissance va s'accélérer, on le voit, elle est synchronisée, ça va un peu mieux dans le monde, donc on peut dire que ce sera une bonne année en termes de croissance économique et meilleure que cette année encore. On en a parlé, aux États-Unis, le cycle va se prolonger grâce à la baisse des taux d'imposition des entreprises. Les ménages qui sont peu endettés vont pouvoir s'endetter pour consommer. Comme les entreprises fonctionnent bien, elles vont pouvoir engager et augmenter les salaires et les ménages vont dépenser de l'argent pour soutenir cette économie. Dans la zone euro, c'est un petit peu la même chose aussi. D'une manière générale, les ménages
profite de la baisse du taux de chômage, donc il y a une confiance qui est rétablie, on consomme un peu plus, on consommera un peu plus et on va pouvoir s'endetter également. Et puis il y a ce filet de sécurité, on va dire, du plan Juncker en termes de politique budgétaire qui soutient la croissance. Et du côté de la Chine, des marchés émergents, les deux sont liés. La Chine va bien grâce à ces deux gros mammouths européens et américains, mais on voit, et on l'a dit, hein, là, ils veulent contrôler leur bulle, mais ils veulent générer la croissance économique. Donc le monde continuera d'avoir une très bonne croissance l'année prochaine. C'est trop facile, Michel. Tout va trop bien. Là, c'est le scénario Blue Sky que vous nous dressez pour l'économie mondiale en 2018. Ok, j'achète l'idée. Mais juste, si tout va trop bien, si tout va aussi bien que ce qu'on est en train de décrire, ça veut dire qu'à un moment, les banques centrales vont réagir. Et ça veut dire qu'elles ne vont peut-être pas rester aussi accommodantes qu'elles l'ont été au cours de ces 10 dernières années. En tout cas, c'est évidemment un risque que tout le monde a en tête. Quelle va être l'attitude des banques centrales face à ce paradigme de croissance, ce terrain très favorable de croissance pour l'économie mondiale? Je vous propose d'entendre à nouveau à ce sujet Charles Wipplosch, économiste et professeur. Je crois que les politiques monétaires vont rester relativement dans la ligne de ce qu'on a connu avant, c'est-à-dire un objectif d'inflation et l'utilisation du taux d'intérêt pour atteindre l'objectif d'inflation. La seule chose qui a changé durablement, c'est le montant de liquidités. Elles ont été multipliées par 4 ou 5 suivant les pays. On va revenir en arrière, mais on ne reviendra pas à la caisse d'épargne. Il y en a vraiment trois, il y a une multitude, mais il y en a vraiment trois. Il y a l'évolution des salaires, puisque les salaires sont un des chaînons qui vont de la politique monétaire à l'augmentation de l'activité économique, donc à baisse du taux de chômage et tension sur les salaires qui finalement passent dans l'inflation. Donc ça, c'est ce qu'on subit immédiatement. Ensuite, il y a les taux de change. La politique monétaire influence les taux de change. Donc, quand une devise se déprécie, ça a un impact sur le taux d'inflation. On commence à s'en apercevoir en Grande-Bretagne avec le Brexit. Et donc, les taux de change vont bouger parce que les banques centrales vont normaliser à des moments différents et ça va avoir un impact. Et troisièmement, il y a le fait que les banques centrales ont créé énormément de liquidités et que ces liquidités n'ont été que très partiellement transformées en crédit bancaire à la clientèle des banques. Mais les banques sont assises sur une masse potentielle de capacité de création de crédit inouïe. Et donc, si jamais un jour ce mécanisme de crédit bancaire devait prendre une très forte accélération, à ce moment-là, il y aura une vraie menace inflationniste. C'est ça. Si jamais un jour il y avait surchauffe, sous-entendu, on n'en est pas là. Enfin, cette dérive, notamment via le crédit, ce risque d'une inflation excessive, on n'en est pas là aujourd'hui. On n'en est tellement pas là que la patronne de la Fed elle-même, Janet Yellen, grande spécialiste du fonctionnement du marché du travail, parle de mystère. À tel point elle s'est épuisée à chercher à expliquer la faiblesse de l'inflation aujourd'hui. Ça, c'est ce qui est vrai aujourd'hui, Michel. Et pour autant, vous avez quand même la conviction qu'on est dans le bon sens et qu'on est dans l'idée quand même que cette inflation va revenir à quelque chose de plus normal. Absolument. Il y a un mystère, c'est sûr, ouais. Et je ne vais pas forcément l'éclaircir. Mais vous avez peut-être noté qu'on ne parle plus de déflation. Voilà les taux d'inflation des grands pays à nouveau, Chine, Angleterre, États-Unis, Europe, Japon et Suisse. Plus un pays n'est en déflation. Alors, il y a encore des pays qui sont proches de la déflation, comme la Suisse ou comme le Japon. Mais si vous prenez l'Angleterre, on est déjà à près de 3%. Si vous prenez les États-Unis, on est proche des 2%, qui est un objectif de taux d'inflation aux États-Unis. Et puis, la Chine aussi est dans cette zone-là. Donc, on voit sur ce graphique que l'ensemble des taux d'inflation se sont déjà redressés. Et qu'on a des outils, on a des éléments aujourd'hui qui sont là pour faire progresser encore cette inflation. Les deux que je retiens, c'est ceux qu'on a déjà entendus, mais je pense que ça vaut la peine de revenir dessus, c'est effectivement les salaires. Parce que quand les salaires progressent, ça génère de l'inflation, on connaît l'histoire. Ce graphique est intéressant parce qu'il vous donne les deux facettes de l'augmentation des salaires. Vous avez d'abord la courbe noire qui vous donne une indication sur le comportement des entreprises par rapport aux salaires. Quand cette courbe noire monte, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont prêtes à augmenter les salaires de leurs propres collaborateurs. Donc cette courbe est en train de monter. Maintenant, elle monte depuis 2010, c'est vrai,
mais on est démarré très très bas. Aujourd'hui, elle continue de progresser et ça veut dire que les entreprises, et c'est normal, elles sont confrontées à un taux de chômage qui est très faible, donc elles ont de la peine de trouver des nouveaux collaborateurs. Donc pour les garder, il faut augmenter les salaires. Et puis vous avez la courbe orange qui est l'autre facette. C'est les comportements des employés et des collaborateurs. Alors cette courbe orange, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que quand elle monte, il y a de plus en plus de collaborateurs ou d'employés qui quittent leur entreprise, non pas pour aller en vacances, mais pour changer d'emploi, pour gagner plus. Auparavant, on changeait d'emploi parce qu'on perdait son emploi. Aux États-Unis, dorénavant, on change d'emploi parce qu'on veut gagner volontairement. plus. C'est le chômeur volontaire, enfin celui qui quitte son entreprise de manière volontaire. Simplement. Ouais. Donc on a les deux facettes. Les entreprises savent qu'elles doivent monter les salaires pour garder leurs collaborateurs et en même temps, les collaborateurs sont prêts à quitter leur emploi pour gagner plus dans une autre entreprise. Donc ça, c'est vraiment le cocktail naturel pour générer plus tard une inflation par les salaires. Mais pour vous, le risque, et notamment sur les États-Unis, les plus avancés dans le cycle, le risque aujourd'hui à l'inflation, c'est clairement un risque à la hausse, de surprise à la hausse. Absolument. Par rapport à l'inflation, le niveau faible d'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Absolument, et on est au début en fait de ce phénomène. Et l'autre élément qui soutient une reprise de l'inflation également, c'est évidemment le comportement des ménages et leur demande de crédit. Alors, ce graphique vous montre l'évolution du crédit des ménages aux États-Unis après chaque récession. Donc la courbe du bas, qui est la courbe bleue, c'est la progression du crédit depuis la crise financière de 2008-2009. Donc elle a assez peu progressé parce que psychologiquement, les gens ont été marqués par la crise, ils ne voulaient pas s'endetter, ils voulaient d'abord rétablir leur bilan, leur santé financière. Et on voit que dans d'autres crises, prenez la courbe orange par exemple, c'est 1957, bon on la connaît moins, mais 1973, la courbe grise, vous voyez que très vite les ménages se sont endettés et se sont mis à consommer. Donc on a là aux États-Unis, comme on l'a vu précédemment, des ménages peu endettés, mais étant donné que leur situation s'est améliorée, ils vont se précipiter pour augmenter leur crédit. Et ça tombe bien, ou mal, je ne sais pas, mais ça tombe bien d'un point de vue bancaire, puisque les banques ont aussi aujourd'hui des bilans qui sont en bonne santé. Ce graphique vous montre le ratio de fonds propres. Alors, Grégoire Bordier au début montrait notre ratio de fonds propres chez Bordier Compagnie qui est au-delà des 25%. On voit ici que les ratios de fonds propres de l'ensemble des grandes banques dans le monde est inférieur à nous. Victoire, on n'est pas dans les mêmes business, mais le graphique montre que tous les ratios de fonds propres se sont bien améliorés ces dernières années. Et pourquoi c'est important? C'est que plus vous avez des fonds propres, plus vous pouvez prêter de l'argent. Donc aujourd'hui, on a dans le système bancaire et financier à la fois des ménages américains, mais en Europe c'est un peu le même cas, qui ont envie d'emprunter de l'argent parce qu'ils veulent acheter des choses, et on a des banques qui sont en bonne santé et qui peuvent prêter de l'argent. Et c'est pour ça qu'on a ces deux éléments qui vont certainement faire progresser l'inflation dans les prochains trimestres. Oui, c'est ça. Donc on a, tout est en place pour une croissance des salaires, tout est en place pour une accélération de la distribution de crédit, donc deux éléments générateurs d'inflation et de bonne inflation. Charles Wyplos évoquait également la question du taux de change, alors qui n'est jamais un objectif en tant que tel pour les banques centrales, mais évidemment, une monnaie un peu trop forte, ça a un impact désinflationniste. Une monnaie plus faible, ça permet d'importer un peu de l'inflation. Et là encore, l'exemple de la Suisse est un exemple très intéressant. Est-ce que le cours du franc suisse, devise structurellement forte, influence ou va influencer la politique de la Banque nationale suisse? Et on écoute à nouveau Jean-Pierre Roth, ancien président de la BNS. Ça n'est pas simplement le cours du franc suisse qui fera changer la politique monétaire de la BNS, c'est tout d'abord les risques d'inflation, et on sait qu'ils sont extrêmement faibles, et plus faibles chez nous que dans les pays voisins. Et par ailleurs, ce que la Banque nationale observe particulièrement, c'est le différentiel d'intérêt entre l'euro et le franc suisse. Donc il faudra bien attendre que la BCE relève ses taux pour que la Suisse relève les siens. Cette dernière phrase-là, il va falloir attendre que la BCE relève ses taux pour que la Banque nationale suisse relève les siens. Au début de la crise financière, on se souvient, toutes les grandes banques centrales se sont coordonnées. On imagine qu'il y avait des coups de fil pour dire il faut qu'on fasse des choses ensemble, simultanément. Là, on est dans l'idée de la sortie de ces politiques. On voit que la coordination est peut-être un peu plus difficile. Néanmoins, il y a une espèce de jeu de rôle qui va se mettre en place, Michel Juvet. Donc la BNS doit attendre que la BCE bouge, qui elle-même doit attendre que la Fed continue d'avancer sur la voie de sa normalisation. C'est comme ça que ça se déroule. Ce n'est pas tout à fait du chacun pour soi, mais effectivement, on est passé d'un stade de on fait tous ensemble quelque chose à on doit s'adapter parce que les situations économiques ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Donc si on regarde ce graphique qui vous montre l'évolution des bilans des banques centrales,
voyez cette courbe orange qui est le bilan de la Banque centrale américaine. Cette banque centrale a déjà stoppé l'accroissement de son bilan depuis quelques années. Simplement, alors que les autres banques centrales, c'est les autres courbes, ont continué d'accroître la taille de leur bilan. Parce que la situation américaine était meilleure en termes économiques et financiers qu'ailleurs. Alors on le voit, cette banque centrale a donc maintenant décidé non pas de stopper ses achats, mais elle va rembourser en fait et réduire la taille de son bilan, et ça va se traduire par de nouvelles hausses de taux d'intérêt. On anticipe à peu près 3 l'année prochaine pour aller avec la réduction de la taille de ce bilan. Donc la Fed est en tête dans cette course, la BCE va suivre. Mais elle doit continuer d'accroître encore un petit peu son bilan, mais elle va passer par cette phase où elle réduit l'accroissement de son bilan dans les prochains trimestres. C'est ce qui est en route maintenant pour arrêter au milieu de l'année prochaine et probablement fin 2018, début 2019, réduire la taille de son bilan comme l'a fait la Banque centrale. Et comme on l'a vu, si la BCE rentre dans ce chemin-là, la BNS, donc la Banque nationale suisse, va évidemment suivre le même chemin parce qu'il y a ce besoin d'être calqué en termes de taux d'intérêt entre la Suisse et la zone euro. Donc finalement, la seule banque centrale qui, a priori, va continuer d'accroître la taille de son bilan, c'est probablement la Banque du Japon. Pas nécessairement parce que la situation est catastrophique. On a vu l'inflation, elle n'est plus négative. La croissance est redevenue positive, elle aussi depuis 2 ans. Non, au Japon, la difficulté, c'est que l'État est très endetté. Vous vous rappelez ce graphique de 100% du produit intérieur brut. Mais la difficulté, c'est qui détient la dette de cet État? C'est la Banque du Japon. Donc si elle monte les taux d'intérêt, elle va créer un problème de coût pour cette même banque centrale, pour elle-même. Donc la Banque centrale du Japon est un peu condamnée, malheureusement, à continuer cette politique d'assouplissement monétaire. Alors, il me semble qu'il y a un point important. On dit que ça, c'est le scénario tel qu'il devrait se dérouler. Évidemment, en général, ça ne se déroule pas aussi facilement et aussi bien. Et j'ai choisi de vous montrer ce graphique parce que je pense que en fait, c'est là où tous les risques pourraient se concentrer l'année prochaine si cette banque centrale décidait évidemment de réduire la taille de son bilan beaucoup plus vite que prévu. Alors pourquoi c'est intéressant ce graphique? La courbe noire ici vous montre l'évolution des entrées ou des sorties de fonds de la zone euro dans le domaine des papiers à revenu fixe, les obligations. Donc quand cette courbe noire s'est mise à passer sous la barre des zéros, ça signifie qu'il y a eu plus de sorties d'argent de la zone euro que d'entrées. C'est-à-dire que les Européens ont décidé de sortir l'argent pour aller quelque part. Pourquoi? Parce que tout simplement, la zone euro a décidé d'imposer ses taux d'intérêt négatifs. Alors qu'au même moment aux États-Unis, on avait un petit peu d'intérêt positif. Donc le jeu était assez simple. Les Européens ont vendu certains actifs, des obligations de gouvernements locaux. Ils les ont donnés à la Banque centrale européenne. Et avec l'argent, ils ont été achetés du dollar pour acheter des obligations du Trésor américain. Alors cette grande sortie de fonds d'Européens a permis quoi? Essentiellement, elle a permis de faire monter le dollar dans cette période, puisque les Européens ont acheté des dollars, et ça a permis de maintenir également les taux d'intérêt aux États-Unis bas, puisqu'il y avait une demande supplémentaire pour acheter les bons du Trésor de l'État américain. Mais on le voit, si la Banque centrale européenne devait décider d'inverser sa politique monétaire plutôt que prévu et qu'elle se mette à monter ses taux d'intérêt plus vite que prévu et plus vite que la Banque centrale américaine, cette courbe noire s'inverserait. Et évidemment, les Européens qui ont été placés leur argent aux États-Unis retrouveraient un intérêt, c'est le cas de le dire, à revenir placer les fonds dans la monnaie européenne. Et donc cette réentrée de fonds fera certainement progresser cette fois-là l'euro et probablement aura un effet sur les taux d'intérêt américains, mais dans l'autre sens. Étant donné que l'argent va sortir des États-Unis, les taux d'intérêt américains vont devoir progresser pour attirer de nouveaux investisseurs. Donc c'est ce comportement-là de la Banque centrale européenne va être un rôle pivot dans les 2 prochaines années. Et c'est de là que viendra certainement la difficulté pour les marchés financiers. Et vous le dites, le risque, c'est si jamais la Banque centrale européenne décide de réduire plus rapidement que prévu l'intensité de son stimulus, enfin, c'est une hypothèse à prendre au sérieux parce que depuis que Mario Draghi est arrivé, voilà, c'est l'ami des marchés, c'est l'homme qui a sauvé la zone euro, qui a permis d'éviter la déflation, qui a permis de faire baisser l'euro aussi dans une certaine mesure. Enfin, voilà, il est l'ami des marchés. Il pourrait changer un peu de statut, Mario Draghi ? Il faut bien se rendre compte que la croissance est de retour, que l'inflation est en train de progresser et que la Banque centrale européenne ne peut pas rester inactive non plus. Alors, je ne sais pas si ça va se produire au 3e trimestre 2018, mais il va falloir regarder plutôt
les indications d'inflation dans la zone euro que dans la zone américaine, parce que ça va modifier le comportement de la Banque centrale européenne qui aura un impact fort sur les marchés financiers. Et c'est quand même un virage majeur, hein, ce que vous êtes en train de décrire, Michel Juvet, parce que ces politiques monétaires, effectivement, on a évité un choc déflationniste, en tout cas trop fort, on sort de ce risque-là. Elles ont eu un effet formidable sur l'inflation des actifs financiers, pour le coup, peut-être moins fort dans l'économie réelle, mais en tout cas sur les marchés financiers, leurs politiques ont eu un impact déterminant. Donc le virage, il n'est pas anodin. Si on en vient après sur les thématiques d'investissement, pour l'investisseur, le virage, il est crucial. Absolument, il est vraiment important et c'est le changement depuis 10 ans. Comme 10 ans ont passé, mais maintenant on passe à autre chose. Il va falloir s'adapter puisque tout le monde s'est accoutumé en fait à ces politiques monétaires extraordinaires. Il faut changer de, comme on dit, c'est une expression à la mode, il faut changer de logiciel. Il va falloir apprendre à pivoter. Exactement. Donc voilà, en résumé, on le sait, la Réserve fédérale va changer sa politique. La Banque centrale européenne suivra également et la BNS suivra dans la même mesure. Et la Banque du Japon, elle, non. Voilà, non. Elle est piégée. Elle est piégée par ses propres contradictions et son endettement. Et la Banque d'Angleterre est également piégée puisqu'elle est confrontée à une hausse de son taux d'inflation qui vient de la baisse de la livre sterling, alors qu'en même temps, la croissance économique est plutôt en train de s'affaiblir à cause du Brexit. Donc la Banque d'Angleterre, elle est prise entre deux feux et elle a de la peine à se positionner sur une tendance vraiment très très claire pour les prochains mois. Bon, et on va en venir effectivement, alors ce qui nous intéresse très concrètement, les conclusions d'investissement que vous présentez pour 2018. Vous avez mis en exergue la phrase de Sir John Templeton, que je vais vous laisser rappeler, mais vous avez surtout mis en gras la dernière partie de la phrase, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, Michel, plus particulièrement. Absolument, on voit qu'on vit dans une phase optimiste. D'ailleurs, je fais partie du mouvement puisque je vous dis que tout va bien. Le scénario est optimiste. Les marchés sont optimistes, mais on le sait, en termes de marché financier, quand tout le monde devient optimiste, il faut être plutôt prudent. Et il y a probablement un certain nombre de risques qui sont cachés. Bon, risque de banque centrale, on le voit, ce virage, il va être peut-être compliqué à négocier. Pour l'instant, on va dire qu'il se fait de manière indolore. C'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, il génère assez peu de volatilité ou de stress sur les marchés, notamment quand on regarde l'impact des hausses de taux de la Fed, par exemple. Des banques centrales qui normalisent pour de bonnes raisons, parce que oui, il y a un peu d'inflation, de la bonne inflation qui est générée par les salaires ou par le crédit. Ça, c'est une bonne chose. Des banques centrales qui normalisent parce qu'elles sont en train de s'apercevoir qu'elles sont allées peut-être trop loin dans ces politiques expansionnistes et qu'elles ont généré un risque sur les marchés financiers qu'elles ne sont plus à même de contrôler. Ça, c'est une autre histoire. Absolument. Et ça fait partie du débat. Et c'est Charles Wipplosch, à nouveau, économiste, qui va nous en dire quelques mots. Il y a plein de choses incroyables qui sont produites en réponse à une action incroyable des banques centrales. Et l'intuition, c'est qu'il y a forcément un loup quelque part et qui va sortir du bois et qui va nous manger. Je pense que l'histoire, c'est-à-dire dans 20 ans, on sera relativement sévère face à cette politique monétaire, la politique monétaire des dernières années, qui a été une politique extrêmement permissive. Mener les taux d'intérêt à zéro, même dans zone négative. Aujourd'hui, on peut investir partout, puisque finalement tout est rentable. Il n'y a plus le taux d'intérêt ne joue plus de rôle, donc le stock de capital, vraisemblablement, les investissements ne sont pas forcément les meilleurs investissements, ce qu'on a fait ces dernières années. Ces politiques d'expansion monétaire très fortes, ou d'expansion des liquidités et d'écrasement total des taux d'intérêt ont amené quantité d'investisseurs à prendre des risques importants pour augmenter leur rentabilité. La normalisation va faire ressortir des placards tous ces risques excessifs qui ont été pris et il risque d'y avoir des accidents. La remontée des taux d'intérêt va faire chuter les prix des obligations. Et toute la question, c'est est-ce que c'est partagé par des millions de petits agents ou est-ce qu'il y a 1, 2, 3 grandes institutions financières majeures qui va s'écrouler parce qu'elle aura pris trop de risques. Si c'est le dernier cas, si on a un écroulement d'institutions financières majeures, on est reparti pour 2007-2008. Si par contre c'est les petits porteurs, des armées de petits porteurs qui iront pleurer en rentrant à la maison, c'est très triste pour eux, mais ça ne sera pas un événement macroéconomique majeur.
Bon, on comprend qu'il faut être plus prudent que jamais là, dans cette phase d'optimisme. Hein, et on le rappelle à nouveau, c'est important quand même de le souligner. Le scénario économique de fond reste positif pour 2018, mais peut-être qu'il n'a jamais comporté autant de dangers qu'aujourd'hui. Juste d'un mot, hein, pour ceux qui pensent qu'il y a encore des trucs pas chers à acheter sur les marchés, non, il faut arrêter avec cette idée-là. C'est fini ça. Tout est cher aujourd'hui. Et c'est justement pour ça qu'il faut être de plus en plus prudent, Michel Duvet. Absolument, c'est le message qu'on voit un peu dans tous les actifs aujourd'hui. Ici, ce graphique vous montre sous une forme, on appelle ça normalisé, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on utilise différents actifs, on les valorise par rapport à leur histoire, on les compare entre eux. Le message ici est de dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, à la fois les obligations des gouvernements, à la fois les actions américaines, que ce soit le Nasdaq ou les SP500 sont chères, mais l'immobilier n'est pas cher. En revanche, en 2007, on le voit sur le graphique, c'était l'immobilier qui était très cher, mais pas les marchés. Aujourd'hui, ça ressemble plutôt, du point de vue marché action, à 2000, pas dans le même excès, mais en plus, on a les obligations qui sont chères. Donc, on a envie un petit peu de suivre et d'entendre. Il faut entendre, d'ailleurs, les messages de messieurs Wiplosch et M. Roth. Leurs messages sont forts, ils sont de long terme, il faut faire attention. Ceci dit, comme on l'a dit, les conditions financières restent attrayantes encore aujourd'hui pour les investisseurs, puisqu'on n'a pas encore vu vraiment de montée de taux d'intérêt importante. Alors, ce graphique est un graphique important. C'est un graphique qui montre l'état des conditions financières aujourd'hui aux États-Unis. Et quand cette courbe orange reste dans le bas de la fourchette, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a toujours assez de liquidités, hein, c'est ce qu'on raconte depuis maintenant un certain nombre de minutes, mais qu'il faut faire attention, il va falloir faire attention quand cette courbe orange va monter. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, les choses sont très chères, mais il y a encore des choses à faire en attendant que le pire arrive. Tant que cette courbe orange n'aura pas monté, on peut rester confiant, mais il ne faut pas être euphorique. Le timing est crucial. Le timing sera particulièrement crucial. Ce d'autant plus que ce graphique montre bien le choc qui peut se produire. Ce graphique sur la courbe bleue ou noire vous montre le niveau des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine attendu par les investisseurs. Donc, par exemple, les investisseurs, c'est le dernier point à droite en bleu, montre le taux d'intérêt dans 30 mois. Les investisseurs pensent que le taux d'intérêt de la Banque centrale américaine dans 30 mois sera à peu près 1,7%. Le point orange au-dessus, c'est le taux d'intérêt attendu par la Banque centrale américaine. Donc la Banque centrale américaine, elle pense que les taux d'intérêt ne seront pas à 1,75%, mais ils seront bien à 3%. Donc ça va être toute la difficulté. Si effectivement la Fed a raison, le marché va devoir s'adapter cette fois et ça risque de créer des sacrés frottements dans les marchés financiers. Oui, vous dites cette fois, juste d'un mot, parce que la normalisation, tout est une question de degré. Hein, à quelle vitesse est-ce qu'on va vouloir normaliser et quel va être le point d'arrivée? Voilà, le taux à 3%, là, qui est le point d'arrivée que la Fed espère un jour obtenir. Le marché n'a jamais cru la Fed. Dans ses volontés de normalisation que la Fed exprime depuis, 2013 peut-être, le marché n'y a jamais cru. En tout cas, le marché a toujours été très très en deçà des ambitions de la Réserve fédérale américaine. Le risque aujourd'hui, c'est que le marché se trompe à ce sujet. Exactement. Et il y avait une expression qui était pertinente dans les marchés. On disait toujours « don't fight the Fed ». Donc il ne fallait pas prendre des positions à l'envers de ce que allait dire la Banque centrale américaine. C'est tombé en désuétude parce que la Fed s'est un petit peu trompée, ou en tout cas, elle n'a pas réussi à anticiper tout à fait correctement, ce qui est normal d'ailleurs, l'évolution de la conjoncture et de l'inflation. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir à la norme là aussi. C'est un adage qui redevient d'actualité là. Les banques centrales reviennent à une politique normale, donc don't fight the Fed. Je pense que c'est un élément, il faut faire très attention. Les investisseurs ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. Et là justement, est-ce que ce sera dans 6 mois ou plus tard, je ne sais pas, mais il y a potentiel de correction qui est très important de ce point de vue-là. Alors si on prend différents actifs, pour démarrer avec les obligations d'État, les souveraines, elles sont vulnérables. Les taux d'intérêt vont certainement encore monter. Sur ces graphiques en haut et en bas, vous voyez sur le graphique du haut, la croissance américaine, c'est les petits bâtons noirs. Et sur le graphique du bas, c'est c'est les rendements obligataires du Trésor américain. Et sur le graphique du bas, c'est les rendements du Trésor allemand. Et les deux courbes dans ces deux graphiques vous montrent l'activité économique des deux pays. Donc on voit bien qu'il y a une anomalie. Là aussi, l'activité économique est en train de progresser aux États-Unis, en Allemagne également, et pourtant les rendements obligataires ne progressent pas beaucoup. Ça, c'est les effets de ces politiques monétaires de banque centrale qui ont voulu garder les taux bas malgré l'amélioration de la conjoncture. Donc ça
c'est quasiment inévitable. Ces rendements doivent partir à la hausse pour retrouver aussi une normalité. Donc, il faut éviter ces obligations, surtout avec des échéances longues. Il ne faut surtout pas être investi dans ces obligations. Dans les obligations d'entreprise à haut rendement, donc ce qu'on appelle les high yield en anglais, on reste un petit peu positif sur ces obligations parce qu'elles ont le mérite d'avoir un côté défensif en cas de hausse de taux d'intérêt. Sur ce graphique, vous retrouvez la courbe noire qui est l'évolution des rendements à 10 ans du Trésor américain. Vous voyez, donc ces taux sont remontés depuis une année à peu près. Ils sont un petit peu redescendus, ils sont en train de remonter. Mais surtout, vous avez la courbe orange derrière qui vous montre la performance relative des obligations à haut rendement par rapport au Trésor américain. Donc quand la courbe orange monte, ça veut dire que ces obligations à haut rendement ont une meilleure performance que les obligations du Trésor américain. Donc le message ici est de dire, c'est que même si les taux d'intérêt vont monter aux États-Unis, il vaut mieux avoir, tant qu'on n'est pas entré en récession, il vaut mieux avoir des obligations d'entreprise un peu fragiles, pas en quasi-faillite, mais un peu fragile, et la performance de ces obligations sera meilleure que la performance sur le Trésor américain à 10 ans. Et puis, troisième endroit où on garde un peu d'exposition aussi, ce sont les obligations des pays émergents. Alors, ce graphique vous montre l'excès de rendement des obligations de pays émergents, soit en monnaie locale, c'est la courbe orange, soit c'est la courbe noire, c'est l'excès de rendement par rapport au Trésor américain. Il y a toujours plus de rendement que sur le Trésor américain. Je dirais qu'on reste positif sur la courbe noire, c'est donc les obligations des pays émergents, mais libellées en dollars, dans la monnaie et le dollar, et non pas sur la courbe orange, c'est les monnaies émergentes. Pourquoi on préfère la courbe noire? Parce que c'est du dollar, on maîtrise la tendance du dollar, on est plutôt positif pour le moment sur le dollar d'ailleurs, alors que les monnaies émergentes, c'est très volatile et c'est très difficile à analyser. Donc il y a un surplus de rendement sur ces obligations de pays émergents, mais allez sur celles qui sont en dollars et pas celles qui sont en monnaie locale. Du côté des... si le truc veut bien bouger. Des actions, oui, voilà. Ah, voilà. Du côté des actions américaines, là, effectivement, on a un risque important de survalorisation. Donc, ce graphique est vraiment intéressant. Sur l'échelle horizontale, vous avez la capitalisation boursière de la bourse américaine exprimée en pourcentage du produit intérieur brut. Donc, plus on va sur la droite, plus ça veut dire que la bourse a une valeur élevée par rapport à la production nationale des États-Unis. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est le losange orange. Aujourd'hui, la valeur de la bourse américaine représente à peu près 130% du produit intérieur brut, donc c'est plutôt élevé. Et ça ressemble à ce qu'on avait dans les années 99-2000, où effectivement la bourse américaine fluctuait entre 120 et 150% du produit intérieur brut. Mais ce qui est intéressant, c'est de le mettre en parallèle avec l'axe vertical. Et l'axe vertical vous donne le rendement annualisé sur les 10 années suivantes, le point qui est observé. Ainsi, par exemple, les différents points 99-2000, où le taux, la valeur de la bourse représentait entre 120 et 140% du produit intérieur brut, dans les 10 années suivantes, le rendement annuel de la bourse américaine a été compris entre 0 et moins 5%. Donc la courbe qui est là vous dit qu'évidemment, ça paraît logique, plus on est cher, moins on a des rendements à attendre dans les 10 années suivantes. Donc avec un point aujourd'hui qui est quasiment au niveau de 99, on ne peut pas s'attendre à une progression dans les 10 années prochaines. C'est du long terme, mais je pense qu'il faut le garder à l'esprit. Avec cette valorisation de la bourse américaine, on ne peut pas s'attendre à gagner de l'argent. Ce sera entre 0 et moins 5%. Donc la bourse américaine est chère, il faut faire attention. Et la seule façon de gagner de l'argent sur cette bourse américaine, finalement, c'est d'espérer qu'on ait une correction. Parce que tant qu'elle reste chère, on ne va pas pouvoir gagner d'argent. Il faut que la valeur remonte ou reparte sur la gauche pour que cette bourse nous permette de gagner de l'argent. Alors, ce qui est probable, c'est que ça va se produire parce qu'ici, vous avez un graphique qui vous montre les baisses de la bourse américaine les plus importantes chaque année. Vous voyez donc en 2017, c'est le dernier bâton rouge, on a eu une baisse qui n'était pas très importante de l'ordre de 3-4%. Dans les années précédentes, on a baissé chaque fois plus. Au moins une fois dans l'année, on a baissé entre 5 et 10%. Alors, les exemples les pires, c'est évidemment 2008 où on a perdu près de 50%. Mais chaque année, normalement, on aura une correction sur cette bourse américaine. Et on voit bien qu'on ne l'a pas eu depuis 1995. Puisque la dernière fois, on a perdu un peu d'argent, c'était en 1995.
alors que chaque année ensuite, il faut remonter à 95 pour retrouver la même situation qu'aujourd'hui. Ensuite, les années suivantes, on a perdu entre 5 et 10% en moyenne. Donc, il est probable que l'année prochaine, on verra au moins une correction de l'ordre de 10%, ce qui permettra de retrouver une valorisation un petit peu plus intéressante. On espère que ce ne sera pas 2008 qui viendra, évidemment, parce que là, ce sera une correction très importante, évidemment. Alors, c'est pour ça que la bourse américaine, on a tendance à être très fortement sous-pondérée aujourd'hui. On préfère se concentrer essentiellement sur des marchés qui sont moins chers, qui ont un rendement des fonds propres inférieur à ce qu'on trouve aux États-Unis, c'est vrai, mais qui ont un potentiel d'amélioration parce que le cycle est en retard par rapport aux États-Unis. C'est le cas de l'Europe et c'est le cas du Japon. Les valorisations sont bonnes, elles sont nettement moins chères d'un point de vue historique, également au Japon. Et puis, on va vers une amélioration des bénéfices dans ces deux pays. Et on se concentre sur ces pays. Du côté des marchés émergents, on était très positif l'année passée. Ouais. On a réduit notre exposition sur les marchés émergents parce que la valorisation aujourd'hui est bien remontée. L'année passée, il y avait un gros discount d'évaluation. Aujourd'hui, il n'existe plus. Donc, on a tendance à réduire notre exposition sur les marchés émergents. Alors, du côté des actions, encore une chose intéressante en termes de secteur. Il y a un secteur qui devrait profiter de cet environnement de croissance avec tension à la hausse sur les taux d'intérêt, c'est les banques. C'est logique d'un point de vue économique parce que quand les taux d'intérêt montent, la marge bénéficiaire des banques commerciales s'améliore. Et donc, d'un point de vue d'investisseur, évidemment, ça vaut la peine de s'intéresser à ces banques. Le graphique montre exactement ça, c'est que ces banques, c'est la courbe orange, et la courbe brune a tendance à suivre l'évolution des taux d'intérêt. Donc, quand les taux d'intérêt baissent, les banques font moins bien que le reste du marché. Et quand les taux d'intérêt montent, les banques font mieux que le marché. Donc, avec le scénario qu'on décrivait, ces banques devraient avoir une bonne performance dans les 12 prochains mois. Alors, on termine avec les devises. Michel, voilà, j'avais en tête le call 2016-2017 sur la baisse du dollar qui s'est parfaitement confirmé. Donc, j'écoute avec d'autant plus d'intérêt votre call sur l'euro-dollar là, pour l'année 2018. Alors, la logique dans l'échange est toujours assez simple, hein, à part les flux de fonds. Hein, c'est que quand il y a plus de rendement sur une devise, les investisseurs vont dans cette devise et ça fait monter la devise. Donc, ce graphique-là vous montre quoi? C'est la courbe orange. Il vous montre l'excès de rendement qu'on a en dollars par rapport à l'euro. Donc, quand la courbe orange monte, normalement, la courbe noire qui est sur le même graphique, qui est le cours du dollar, devrait monter. C'est ce qui se produit. Sauf que ça ne s'est pas produit depuis quelques temps. On a eu un accroissement du rendement au dollar par rapport à la zone euro et pourtant, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est l'euro qui est monté. Donc là, on a une anomalie, une aberration qui va devoir se corriger. C'est d'autant plus que dans les 6 prochains mois, comme on l'a dit, la Banque centrale américaine va continuer de monter ses taux d'intérêt, mais la Banque centrale ne va pas le faire. Et donc, on va revoir des investisseurs aller acheter des papiers en dollars pour bénéficier de ce rendement. Mais l'année 2018 risque d'être en deux phases et probablement que dans la deuxième partie de 2018, on va avoir une inversion. C'est-à-dire que l'écart de rendement en faveur du dollar va diminuer. Et donc l'attrait pour cette monnaie va diminuer et les gens vont revenir sur l'euro certainement dans la deuxième partie de 2018. C'est un match qui n'en finit plus là, entre l'euro-dollar. Hein. Bon, on va terminer avec un clin d'œil à la Suisse dans ce contexte sur la question du change et la question du franc suisse, qui a un statut alors de valeur refuge en plus aux yeux des investisseurs. Dans un pays avec un excédent courant, on l'a compris, est-ce que le franc suisse va rester abonné au club des devises structurellement fortes? Quelques éléments de réponse avec Jean-Pierre Roth, ancien président de la Banque nationale suisse. Je crois que le franc suisse va rester fort. Effectivement, il répond non seulement à des facteurs macroéconomiques sous-jacents, mais aussi à la situation politique du moment. Au cours des dernières années, lorsque l'Europe était en crise, le franc suisse s'appréciait très fortement face à l'euro. Maintenant, l'Europe va mieux, le dialogue franco-allemand a repris, donc une certaine correction est intervenue sur les marchés. Vous savez qu'un banquier central, même un ex-banquier central s'exprime, ne fait jamais de spéculation sur le cours futur de la devise. Je reste confiant que le franc suisse restera fort. Ça, oui, il reste quand même confiant sur l'idée que le franc suisse restera fort. En conclusion, Michel, assez rapidement, et puis on aura l'occasion de prendre quelques questions dans la salle, hein, si vous le souhaitez évidemment, pour Michel Juvet, pour Grégoire Bordier qui est toujours parmi nous. En conclusion, on sort d'un marathon de 10 ans sur les marchés financiers, qui a été un marathon très porteur avec le vent des banques centrales. On est en train de sortir de ce paradigme-là. Vous appelez ça le dernier kilomètre. Absolument. Je ne suis pas marathonien, mais j'ai quand même le sentiment que le dernier kilomètre d'un marathon, c'est le plus dur.
sûr. Moi, je ne suis pas marathonien Oui, non plus. mais j'arrive à imaginer que le dernier kilomètre, c'est effectivement tendu parce que on est fatigué. Hein. On a couru 42, 41, oui, c'est ça. Il faut encore produire un dernier effort. Mais c'est pas qu'il va y avoir un problème, c'est que s'il y a un problème, on va chuter plus vite. Oui, c'est ça. Hein, donc le dernier kilomètre est très important. On sent bien que ça ne peut pas durer. L'échéance, elle est dans l'année prochaine. Donc il faut profiter de ce dernier kilomètre pour aller jusqu'au bout le plus vite possible, tout en sachant qu'il y a une étape qu'il ne faut pas franchir. Donc voilà l'image générale sur l'année 2018. C'est pour ça que dans cet environnement de croissance mondiale synchronisé, d'accélération de l'inflation, de tension sur les taux, on a un message quand même de prudence, mais pas de défaitisme. Ce n'est pas aujourd'hui, il faut sortir tous les investissements. Non, il faut les mettre aux bons endroits pour affronter ce dernier kilomètre qui va être mouvementé. Du côté des obligations, on en a parlé. Hein, donc il faut rester sur ces obligations, soit d'entreprise, mais très spécifiques, cas par cas, parce qu'il y a un prix qui ne correspond pas à la réalité, d'où l'importance d'avoir des bons analystes obligataires. Les obligations des pays émergents, mais en dollars, parce qu'on ne veut pas prendre le risque des devises, des monnaies locales. Les hauts rendements, c'est protecteur, même si les taux d'intérêt montent, donc il faut en avoir. Sur les États-Unis, comme on pense qu'il y aura plus d'inflation, oui, il faut des obligations qui protègent contre l'inflation. Du côté des actions, on a quand même une pondération en dessous de la norme. On est sous-pondéré par rapport à une position normale parce qu'on sent bien que cet environnement il commence à être difficile et tendu. Mais on reste exposé aux régions qui ne sont pas chères par rapport à cet environnement, c'est essentiellement l'Europe et le Japon. Et puis du côté des devises, on en a parlé, il y a une espèce de match de ping-pong entre l'euro et le dollar. Je crois que dans ce match, pour le moment et pour les 6 prochains mois, ou environ, on a, comme on dit, avantage dollar. Mais ensuite, avec l'inversion des politiques monétaires entre la Fed et la BCE, on va avoir avantage euro. Alors, je n'ai pas la fin du match, mais en tout cas, ça va se dérouler dans ce tandem-là. Il peut y avoir un gros tie-break. Voilà, absolument. On n'espère pas trop long d'ailleurs. Mais en même temps, on aura certainement, même si le franc suisse reste structurellement fort, un affaiblissement temporaire parce qu'il faut bien se rendre compte que les investisseurs qui ont acheté du franc suisse n'ont pas tellement acheté du franc suisse parce qu'on avait une santé éclatante de notre économie, mais parce qu'on avait un côté défensif par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. Comme les choses vont mieux et qu'elles vont aller encore mieux, certains de ces investisseurs vont vendre leurs actifs en franc suisse et le franc suisse pourrait très bien glisser vers les 1,18, 1,20 contre euro, mais pas au-delà. Donc on ne va pas avoir un affaiblissement général. Comme disait le président Roth, il va rester structurellement fort. Et je ne prendrai pas de pari non plus sur une même s'il ne veut pas s'avancer. Juste d'un mot, Michel, parce que vous mettez le Japon là, sur les marchés actions, des marchés qui vous intéressent. On n'a pas parlé du Japon. J'ai l'impression que c'est un marché qui est complètement en dehors du spectre des investisseurs français, européens. On a l'impression que le Japon ne s'en sortira jamais, qui sont plantés ad vitam aeternam. Non, il se passe des choses intéressantes quand même, juste d'un mot. Hein. C'est juste que quand on parle Japon, en général, on pense à quoi? On pense à Fukushima. On ne pense pas au reste. Et pourtant, effectivement, la croissance est revenue. Pourtant, les entreprises se sont quand même bien adaptées. Elles génèrent des croissances de bénéfices qui sont importantes aujourd'hui. Et surtout, c'est la valorisation qui est attractive. Donc, c'est un principe fondamental pour moi. Il vaut mieux aller se positionner sur des marchés qui ne sont pas chers dans cet environnement. En cas d'accident, il n'y a pas de raison de devenir encore moins cher. On est déjà bon marché. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça mérite d'être regardé. Ça mérite vraiment d'être regardé pour l'année 2018. Maintenant, on a dit voilà, tout ce qu'on a dit, mais il y a effectivement, comme le présentait Grégoire Bourdier au début de cette présentation, il faut aussi aller diversifier un petit peu ses actifs parce qu'on sent bien que tout ce que je vous présente là reste quand même très corrélé. Même si on a une stratégie défensive, on a un peu le souci que tous ces actifs restent très corrélés. Donc c'est pour ça qu'on a cette volonté, on l'a déjà commencé, d'aller diversifier les portefeuilles de nos clients dans ce qu'on appelle les actifs non corrélés. Nous, je les appelle les exoplanètes parce qu'on change d'univers. Hein. On a un univers traditionnel qui comprend les planètes traditionnelles, le cash, les actions, les obligations d'entreprise, l'or. Tout ça, c'est très bien, c'est très liquide, c'est très transparent, mais on voit bien que c'est très corrélé aujourd'hui. Donc, on doit changer d'univers pour améliorer la composition du portefeuille. On doit se diriger vers ces exoplanètes. Alors, on a beaucoup utilisé les produits structurés parce que ça permet de réduire la volatilité d'un portefeuille. Ça permet de se dire, tiens, je peux acheter un marché s'il baisse de 25%, je peux le programmer à l'avance. Je peux aller mettre de la dette privée parce que je sais que ce n'est pas corrélé avec la dette cotée et ainsi de suite. Donc, le message est là. Oui, il faut se déplacer malheureusement un peu dans la zone de risque quand même.
parce que ces exoplanètes sont un peu plus risquées, malgré tout, qu'une obligation d'État. Mais elles ont l'avantage justement d'avoir un rendement, d'offrir un rendement supplémentaire et plus important que sur les actifs traditionnels. Juste avant de prendre peut-être quelques questions dans la salle, si vous le souhaitez, vous nous dites quand même qu'on est à un moment où il faut se montrer plus prudent que jamais sur cet univers des planètes communes, là, comme vous l'appelez, que le risque de correction, pour dire les choses simplement, n'a jamais été aussi grand aujourd'hui sur les marchés d'actifs risqués traditionnels. Et vous nous dites quand même, du coup, allez prendre un risque de liquidité parce qu'on est sur ces exoplanètes-là, ont une liquidité réduite par rapport au marché traditionnel. Ça vaut quand même le coup d'aller prendre ce risque de liquidité en ce moment. Effectivement, ça peut paraître curieux d'avoir cette attitude. Je dirais que si on oublie les exoplanètes, aujourd'hui, j'aurais envie de dire, ma foi, il faut que les marchés baissent de 40% pour que je me sente extrêmement à l'aise et avoir du rendement supplémentaire. Je ne pense pas que les marchés vont baisser de 40%. Il va y avoir des corrections. Ces planètes sont chères. Donc, si j'ai envie de prendre du risque, ce n'est pas d'attendre que ces marchés s'effondrent, mais c'est de déplacer un petit peu mes actifs pour aller prendre un autre type de risque qui amène effectivement une transparence moins importante et une liquidité moins importante. C'est vrai que ces exoplanètes ne sont pas aussi liquides. Maintenant, c'est un débat. En cas de difficulté dans les marchés, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les investisseurs vont vendre d'abord ce qui n'est pas liquide, ils ne pourront pas les vendre, donc ils vont se retourner sur ce qui est liquide et on verra ce qui est liquide s'effondrer. Et la réponse n'est pas évidente, oui, c'est ça. Voilà. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce scénario 2018, scénario économique, scénario d'investissement. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup, merci pour votre attention, merci à Michel Duvet.